J'espère que vous m'entendez bien. Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie de retrouver de nombreuses têtes connues de l'année dernière et puis je souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Donc moi je suis Olga Panella, je suis enseignante agrégée en arts plastiques et doctorante en 4e année de thèse en arts plastiques à l'université du Mirail à Toulouse. Et je travaille notamment sur les friches et les lieux d'art alternatifs. Et c'est moi qui vais animer donc, ces conférences qu'on va faire ensemble, donc ce cycle sur le corps qui s'ouvre aujourd'hui en fait sur une notion assez large, celle de la beauté, qu'on va traiter d'abord de manière assez philosophique. Et ensuite, on va se concentrer sur 3 artistes qui sont donc Léonard de Vinci, Élisabeth Vigée-Lebrun et Henri Matisse. Donc c'est une conférence d'1 heure. Néanmoins, c'est un format qui est quand même voulu assez ludique, enfin en tout cas pas simplement vous asséner 1 heure d'information. Donc si à un moment donné vous avez envie de réagir, de donner votre avis, votre accord ou votre désaccord, n'hésitez pas à lever la main. Et puis ça peut être sous forme de discussion. Et sinon moi je vous fais évidemment une proposition avec mon biais, mon regard à moi, qui est loin d'être exhaustive. Et qui est simplement mon approche sensible et artistique à la question de la beauté. Et puis on pourra en discuter, je l'espère, pendant ou après la conférence. Je vous laisserai aussi mon adresse mail pour celles et ceux qui veulent m'envoyer des références, discuter plus en détail, peut-être sous forme écrite. Ce sera possible. Donc ça, ce sera en dernière diapo. Voilà. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à la beauté. Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce qui l'a défini? Et pour ça, on va... Ah, bah, j'ai oublié de vous faire un petit topo sur les prochaines dates qu'on a, donc je repédale un petit peu en arrière. Donc on se retrouve en fait dans 2 semaines et ça va être ça. Donc ça va être un rythme assez intense cet hiver qui va nous garder en haleine, j'espère, au travers de ces journées courtes et grises. Du coup, vous avez le programme sur le site du Pavillon Blanc, évidemment, mais je vous le remets ici. Donc rendez-vous le prochain, le 29 novembre s'intéressera au corps s'affranchissant de cet idéal de beauté. Donc c'est un petit peu la conséquence de ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir un premier regard sur cette notion de beauté, qu'on va relier au corps évidemment, et qu'on va déconstruire la prochaine fois qu'on se voit. Donc philosophiquement déjà, la beauté, alors là je vois plus du tout, c'est très perturbant. Merci. Si ça vous va comme ça, moi je préfère. Merci beaucoup. Donc la beauté, c'est une notion qui n'existe pas depuis toujours en fait, et moi j'aime beaucoup l'étymologie. Donc je me suis intéressée à l'étymologie du mot beau et aussi du mot corps, et je voudrais qu'on les croise dans un premier regard philosophique sur cette question. Donc c'est un terme qui existe depuis le Moyen Âge, le XIIIe siècle, et qui vient en fait à la fois de l'ancien français, avec, vous le voyez ici, belté, béalité ou bioté, et d'une racine latine dérivée de bellus, qui est le diminutif de bonus. Donc la notion de beau et de bon sont intrinsèquement liées depuis toujours. Et ça, c'est important pour la suite, vous allez le voir. Philosophiquement, le sens abstrait de la beauté, c'est la qualité de ce qui est bon. Donc il y a déjà une vision en quelque sorte moralisatrice dans la vision même de ce qu'est la beauté. Alors que pour le corps, on est sur une racine latine donc de corpus, et c'est pris dans le sens de l'opposition corps-âme, donc opposé à anima ou animus. Et il y a tout de suite dans l'étymologie même du mot corps un lien très fort avec la matérialité du corps, avec le corps chair, le corps cadavre, le corps matière. Okay, donc il y a l'opposition entre la physicalité, la sensibilité, la sensation, et ce qui relève plutôt du registre de l'âme, de l'intellect, de l'idée. Et ça, on va le retrouver, cette espèce d'opposition entre l'esprit et le corps, tout au long de notre culture, notre philosophie, et depuis les Grecs anciens. Donc je vous ai dit, le corps, c'est une consistance. D'ailleurs, quand on pense à, par exemple, un vin qui a du corps, c'est un vin qui a quelque chose de fort, quelque chose d'entier, mais le corps, c'est aussi l'ensemble de quelque chose. Donc gardez un petit peu tout ça en tête, puisque, avant de vous montrer des images, j'ai pour habitude de vous montrer du texte, car je suis assez liée au texte.
Euh, et à cette question esthétique, donc qu'est-ce que c'est l'esthétique? L'esthétique, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants en école d'art en première année de licence, donc quand ils sortent du bac et qu'ils arrivent en école d'art, ou en fac ou en université d'art plastique. L'esthétique, c'est la science du beau, pour tirer à gros traits. C'est-à-dire on s'intéresse à toutes les questions, les notions philosophiques, scientifiques autour de la question de la beauté et de tout ce qui en découle. Puisque la beauté, vous le savez toutes et tous, dépend évidemment du contexte historique, mais de tout un tas d'autres facteurs qu'on va voir tout de suite, notamment le facteur social et culturel. Les questions sont donc, l'art doit-il être beau? La beauté suffit-elle à faire art? Le laid peut-il faire art? On va aborder tout au long du cycle de conférences des œuvres laides également, puisque pour définir la beauté, il va falloir qu'on regarde aussi vers ce que l'on trouve laid. Encore une fois, ça va être une question de point de vue à chaque fois et on va très vite rentrer dans le vif du sujet, vous allez le voir. Et puis finalement, la question qu'on va aborder de manière en filigrane aussi aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait art, tout simplement. L'art, allié à la notion de beauté, évoque tout de suite une notion de plaisir. Et là où on peut le voir de manière la plus évidente, c'est dans tout ce qui est paysage peint. C'est vraiment la notion la plus, on va dire, évidente de beauté. C'est-à-dire que quand on voit un paysage peint harmonieux, on a une sensation de plénitude, on a une sensation de repos, ça nous fait du bien. Et ça, c'est pas pour rien, c'est parce que l'aspect de la nature harmonieuse a toujours été quelque chose pour nous de bénéfique, de reposant. Néanmoins, c'est pas parce qu'on trouve un paysage du XVIIe siècle qui est apaisant, beau, qu'on ne peut pas aussi trouver une éruption volcanique belle, ou même parfois des images de catastrophes, avec une certaine fascination devant les volutes de fumée, devant même quelque chose de très macabre. Ça, on va y revenir dans les prochaines conférences. Et aussi l'idée de souffrance. C'est une idée qui va être très très importante quand on va s'intéresser plus particulièrement au corps des artistes. Donc le beau, c'est d'abord une qualité qu'on attribue aux œuvres d'art et qui va vraiment être très très liée aussi à la notion de goût, à la notion de culture. Ça va être très problématique assez vite, on va y revenir. Mais avant ça, je voudrais juste attirer votre attention, puisque je vous parlais de paysage, sur l'espèce de distance qu'il y a, et sur comment on la franchit aussi, entre nature et culture. On se dit souvent que une chose qu'on pourrait toutes et tous trouver belle, c'est par exemple les couchers de soleil. Universellement, qu'on soit dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, ce qu'on pourrait trouver beau par essence, qui pourrait être le seul beau universel, ce serait dans la nature. Ce serait par exemple les couchers de soleil ou les paysages. Cette question-là, elle va être débattue et critiquée par les philosophes. Donc on va voir déjà ici deux conceptions qui s'opposent. Alors là, je vous explique tout de suite que je vais faire à très très gros traits, de manière très très schématique. La manière dont j'explique ça et que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est comme ça que j'aborde le sujet avec les L1, donc les jeunes adultes de 18-19 ans qui commencent les études universitaires, donc qui ont un bagage philosophique de lycée, qui est plus ou moins approfondi selon les personnes. Et du coup, c'est très schématique, d'accord? Donc, je vous préviens à l'avance, les personnes qui ont fait un petit peu de philo ou qui ont une culture générale philo vont peut-être trouver ça un petit peu superficiel, mais c'est important de passer par là justement pour être bien d'accord sur pourquoi on pense aujourd'hui ce qu'on pense et pourquoi on a la définition de la beauté qu'on a ou qu'on n'a pas, d'ailleurs ça dépend de nos cultures aujourd'hui. Je m'explique. Donc ici, je vais vous opposer deux conceptions, celle d'Aristote et celle de Hegel. Donc déjà, c'est deux philosophes qui n'ont absolument pas vécu à la même époque, mais c'est intéressant de confronter un petit peu leurs deux avis. Pour schématiser, pour Aristote, l'art est une belle imitation de la nature. Ce simple postulat va avoir des conséquences très importantes sur les 18 siècles qui vont suivre la vie d'Aristote. Et ces conséquences-là, elles peuvent se résumer en un seul mot, c'est la mimésis. La mimésis, c'est le mot qui a créé l'adjectif mimétique. Donc c'est l'idée de reproduire quelque chose de manière extrêmement vraisemblable. C'est-à-dire d'essayer de
coller au maximum à la copie du réel. Et pour Aristote, l'art réussi, l'art beau, c'est celui qui colle le plus à la réalité. C'est l'art mimétique. Et cette influence philosophique-là, elle va perdurer jusqu'aux impressionnistes de manière vraiment très poignante. Bien sûr, il y aura des hauts et des bas au fil des siècles, mais il y aura quand même une vision classique de l'art qui sera très liée à la mimésis. Pendant très longtemps, on trouvera beau, on trouvera belle une peinture ou une sculpture qui seront mimétiques, qui seront les plus proches de la réalité et qui vont créer ce trouble où on va se demander si ce n'est pas une illusion du réel, ce qui va arriver ensuite, qui va revenir avec l'art contemporain hyper réaliste, mais ça on y reviendra une autre fois. Et à cette conception-là va s'opposer une autre philosophie qui va avoir tout d'abord une place plutôt marginale dans l'histoire de l'esthétique et qui, à partir des impressionnistes, donc on se situe à la fin du XIXe siècle, va vraiment engendrer toute une série de formes artistiques très particulières qui vont mener jusqu'à l'abstraction dans la première moitié du XXe siècle et jusqu'à toute une autre forme d'art ensuite dans ce qu'on appellera l'art contemporain à partir des années 1950. Je vous explique. Pour Hegel, l'art, c'est la marque que laisse l'expression humaine dans le monde. C'est-à-dire, il y a une intervention humaine, il y a une intervention intelligible, sensible, qui va s'ajouter à la représentation de la nature. Et c'est ça qui va faire qu'on fait de l'art et pas juste de la copie. Ce que ça change, c'est que ça permet une conscience, une prise de conscience personnelle à l'artiste par le biais de l'art. Alors, on n'est pas encore sur une expression de génie ou de création individuelle avec Hegel, mais on commence à donner plus de place à la position de l'artiste. Pendant le Moyen-Âge, les artistes étaient des simples artisans qui créaient, donnaient vie à quelque chose de sacré, donc qui étaient des sortes d'outils pour la pensée sacrée et également d'illustration pour le message biblique. Donc il n'y avait pas du tout de culte, de célébrité des artistes au Moyen-Âge. Ça a commencé à la Renaissance et ça s'est ensuite amplifié progressivement. Et puis de là est venue aussi la scission entre art et artisanat. Mais ça, on pourra y revenir ensuite aussi. Ce sont de vastes questions. En tout cas, ce sur quoi on peut revenir avec Hegel, c'est que, je le cite, « La beauté artistique est la beauté née de l'esprit ». Qu'est-ce que ça implique que l'artiste intègre de l'esprit dans sa création artistique par rapport à la pure mimésis? C'est que l'art va avoir un supplément moral, intellectuel, littéraire. Et pendant de longues années, on va trouver une peinture belle parce qu'elle aura un message littéraire à l'intérieur d'elle-même. C'est-à-dire qu'on pourra y lire quelque chose. C'est pour ça que la peinture d'histoire a été au sommet de la hiérarchie des genres pendant si longtemps, justement parce que c'est une peinture littéraire, une peinture riche en références, une peinture qui peut être lue en somme. Et ce genre de choses-là, ça a été complètement déconstruit, typiquement à partir de l'impressionnisme, donc de la fin du XIXe siècle, avec une peinture qui va tendre vers la sensation. À partir de là, on va commencer à trouver belle une peinture parce qu'elle va évoquer, créer chez nous des sensations physiques, physiologiques. Les impressionnistes, ce qui les intéresse, c'est d'arriver à recréer la vibration de la lumière, d'arriver à travailler sur les effets de la neige, les effets de l'eau. Et qu'est-ce que ça crée comme sensorialité chez nous? Donc il y a vraiment un changement de paradigme, un changement complet de vision de ce qu'est la beauté à partir de ce moment-là. Et c'est ce qui va faire qu'on va ensuite, au fur et à mesure des premières décennies du XXe, tendre vers l'art abstrait, car l'art abstrait, si je dois vous en donner une définition très simple maintenant, c'est l'art de la sensation. Les monochromes bleus d'Yves Klein, c'est une manière de faire avec la peinture une dissolution complète du motif et surtout de perdre le public dans de la pure sensation, de la pure couleur. On élimine complètement le référent extérieur, on élimine complètement le contour et on est dans la pure sensation. Donc j'ai posé un petit peu les bases philosophiques, mais tout ça pour vous montrer qu'il y a déjà des conceptions de la beauté philosophiques très changeantes au fil des époques et qui sont très liées à ce passage de la mimésis vers l'abstraction qui va prendre évidemment de nombreux siècles, mais qui va
arriver en fait, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, à des créations contemporaines beaucoup plus complexes que cette simple dualité entre figuratif et abstrait. Et la question aussi de où trouver de la beauté aujourd'hui dans les œuvres qu'on nous présente et pourquoi est-ce qu'on trouve beaucoup d'œuvres contemporaines dénuées de beauté. Et ça, on va en parler tout au long de ce cycle. Ça va? Parce qu'en général, mes étudiants, quand je leur dis ça, ils me font une drôle de tête et ils ont besoin de prendre une pause. On continue encore un peu. Je vous promets qu'après, il y aura du visuel. Alors, simplement 2 autres pensées que je me permets de confronter, évidemment, en piochant au travers des siècles sans aucun respect pour la chronologie, mais c'est parce que l'intelligence, c'est pas la quantité de connaissances, mais c'est la capacité à faire des liens entre les choses, donc ça marche. Je voulais vous parler très rapidement de Kant dans sa faculté de juger, qui date donc de 1790, et opposer ça à Pierre Bourdieu, qui, quasiment un siècle plus tard, 2 siècles plus tard, va écrire La distinction, critique sociale du jugement. Pourquoi je confronte ces 2 penseurs? Simplement parce que pour Kant, il y a donc l'agréable et le beau. Quand je vous parlais du coucher de soleil, ça pourrait être un exemple du beau universel que Kant propose, alors que pour lui, l'agréable, c'est le chacun ses goûts. Néanmoins, ce que ça veut dire, c'est que pour Kant, le beau doit être bon. Donc on en revient à cette étymologie intriquée entre le beau et le bon. Pour Kant, il doit y avoir un aspect moralisateur au beau. D'accord ? Il doit y avoir quelque chose qui enrichit le spectateur ou la spectatrice. Un message moral, intellectuel dans l'art. Et c'est ça qui fait le beau. C'est cette richesse-là. Le beau est ce qui plaît universellement sans concept. Donc on connaît bien cette citation-là, néanmoins elle est critiquée, et notamment par Bourdieu, dans le sens où le universellement pose un peu question. C'est-à-dire, Bourdieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, universellement, c'est un terme qui est quand même à reconsidérer, puisque pour Bourdieu, ça dépend surtout de notre classe sociale, de notre éducation, et c'est ça qui fait ce qu'on appelle le bon goût. Et là, Bourdieu est très critique, puisque le bon goût, pour lui, est excluant et socialement très connoté. En fait, l'idée de bon goût, c'est d'abord l'idée de l'appartenance à une certaine classe sociale. Et il y a un parallèle à faire, si on fait le détour par Nietzsche, avec le fait de bien écrire. C'est peut-être quelque chose qui va vous parler. Moi, j'enseigne maintenant avec des jeunes étudiants qui sont en licence ou en master, mais j'ai aussi fait un petit passage au collège. Et évidemment, j'ai affaire aux dyslexiques, aux différentes problématiques d'écriture SMS, etc. Et il y a vraiment cette question de la transformation du langage. Et cette idée de bien écrire ou d'avoir bon goût, Bourdieu la critique de manière très très forte, en disant justement que ce bon goût, il est à relativiser, puisqu'il est aussi excluant socialement et politiquement. Donc, l'idée de la beauté est teintée de politique dès son étymologie, puisqu'elle est reliée à la notion de bon. Mais qu'est-ce que le bon? Est-ce que le bon, c'est un message moralisateur, quelque chose qui doit nous éduquer, quelque chose qui doit nous faire nous sentir bien, nous faire ressentir des sensations, au sens des impressionnistes par exemple? Donc là est la question. L'œil est un produit de l'histoire reproduit par l'éducation, en citant Pierre Bourdieu. Donc là, je vous donne un petit peu des grandes confrontations philosophiques pour vous mettre un petit peu dans un état de questionnement, puisque c'est ça que je souhaite faire avec vous au cours de ce cycle de conférences. Pour se questionner, évidemment, on va observer des œuvres à la loupe et aussi des manières d'être de certains et certaines artistes. Donc ici, en confrontation déjà, Les Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso et La joie de vivre de Henri Matisse, qui sont 2 toiles que vous connaissez certainement, qui sont extrêmement connues et qui sont vraiment des toiles intéressantes par rapport à ce que je viens de vous raconter, notamment sur la mimésis, puisqu'on sait très bien que à la fois Picasso et Matisse savaient dessiner et peindre de manière mimétique.
Donc ils ont fait ce choix de se distancier de la représentation figurative de la réalité au sens mimétique du terme, pour aller vers autre chose, pour simplifier les formes, pour donner plus de place à la couleur et à la sensation. Et dans la représentation des corps, leurs approches sont très intéressantes, puisque Picasso, qui a été un des fondateurs du cubisme, va transformer sa vision des corps en corps cubistes, en corps géométrisés, et Matisse va au contraire partir d'abord sur un arrondissement des formes, une prégnance des volumes, pour après aller jusqu'au papier découpé. Donc complètement autre chose. Une simple introduction, on en reparlera ensuite. Mais on peut voir que chez ces deux artistes, qui sont très très liés aux avant-gardes des premières décennies du XXe siècle, donc tout ce qui est cubisme, déconstruction des formes par la géométrie, comme disait Cézanne, par le cône, le cylindre et le rectangle, je ne sais plus le troisième. En tout cas, cette vision de la nature géométrisée, et en même temps, avec Matisse, le fauvisme et cette place expressive énorme donnée à la couleur. On est sur une peinture qui est quasiment sans contour chez Matisse. On y reviendra. Évidemment, je suis obligée de vous parler aussi, puisqu'on est dans les premières décennies, là tout de suite, du XXe siècle, d'autres choses qui se passent à ce moment-là, c'est-à-dire notamment le ready-made avec La Fontaine de Duchamp. Donc vous voyez cette urinoir qui a été exposée en 1917 à New York et qui a créé scandale, mais aussi le suprématisme avec Malevich. Donc ici, je ne sais pas si vous distinguez bien, carré blanc sur fond blanc. Une toile qui aujourd'hui pourrait paraître normale, dans le sens des normes sociales d'acceptation, mais qui, pour son époque, donc 1918, était tout à fait exubérante, très très mal reçue, jugée comme du non-art. Et puis, par exemple, pour l'urinoir de Duchamp, il a fallu attendre les années 50 pour que cet état d'esprit, l'état d'esprit du ready-made, de l'objet considéré comme œuvre d'art, soit vraiment quelque chose qui prenne intérêt, même au niveau d'une avant-garde un peu plus élargie que les simples amis de Marcel Duchamp. Donc là se pose vraiment cette question de la beauté. Est-ce que la beauté de l'urinoir existe? Est-ce que, en signant l'urinoir, Marcel Duchamp accomplit un geste artistique avec son corps? Quid de la question du corps de l'artiste, du savoir-faire, de la main? C'est vraiment beaucoup de choses qui se déconstruisent très très rapidement au début du XXe siècle et qui vont mettre très longtemps à être vraiment digérées. Il s'agit donc de se poser tout un tas de questions, notamment les conditions de création de l'œuvre, l'engagement politique de l'artiste, l'expérimentation, la connaissance, mais aussi ce que ça nous fait à nous, comment est-ce qu'on est engagé dans la réception de l'œuvre, est-ce qu'on est simple spectateur ou spectatrice, ou est-ce qu'on devient acteur ou actrice, est-ce que notre interprétation va jouer un rôle dans la compréhension de l'œuvre ou non, et est-ce qu'on va continuer et comment à définir personnellement et historiquement nos goûts, nos valeurs, nos jugements de l'art par rapport à la notion de beauté. Pour cela, petit retour en arrière, déjà en Grèce antique, avec simplement un petit rappel. Donc Apollon, qui était le dieu des arts, de la poésie, de la musique et de la beauté, avec ses 9 muses présidant les arts libéraux, donc je vous les ai cités ici: poésie épique, histoire, poésie lyrique et érotique, musique, tragédie, rhétorique, danse, comédie, astronomie. Il y a déjà une vision dans l'Antiquité d'un art humaniste, d'un art ouvert d'esprit sur tout un tas de formes différentes. C'est pour ça que je veux bien que vous compreniez que je ne suis pas en train de vous proposer un avant-après, les anciens, les modernes, mais justement des chassés-croisés, des allers-retours entre les époques, entre les personnalités aussi, puisque parfois on va avoir affaire à des artistes qui ne sont absolument pas à l'aise dans leur époque, et c'est important aussi, et avec ces références constantes à l'étymologie, au mythe antique, essayer de comprendre un petit peu nous, de notre point de vue occidental, comment est-ce qu'on est conditionné, quels sont nos biais par rapport à ce qu'on trouve beau ou ce qu'on trouve laid. Donc bien sûr,
dans l'idée mimétique de l'art, dans son acception antique, il y a cette idée de la symétrie, de la proportion. Et c'est quelque chose qui persistera aussi à la Renaissance. On va le voir avec Léonard de Vinci, notamment avec l'homme de Vitruve que je vais vous présenter dans quelques temps. Avant ça, petit détour par la laideur. La laideur en art, qu'est-ce que c'est quand on l'observe d'un point de vue historique? Je vous ai mis 3 exemples. Donc ici, le premier avec le portement de croix de Jérôme Bosch, que vous voyez en entier sur ma gauche, et un petit détail sur la droite. Ce qui est intéressant ici, c'est que un premier parti pris sur la laideur est construit, donc c'est quand même une thématique qui est très peu abordée au fil des siècles, jusqu'à bien sûr le XXe siècle où on va beaucoup plus en parler, on va même l'assumer complètement. Mais ici, pour Bosch, l'idée, c'est d'expérimenter les expressions faciales de ces personnages, les expressions, la radicalité qui va arriver à donner dans chaque visage, dans chaque expression. Donc pour Bosch, c'est vraiment cet exercice de pousser au maximum, sans aller jusqu'à la caricature, mais en la frôlant, cette idée de dépeindre les expressions humaines. Et ça, c'est quelque chose qui a été assez travaillé par de nombreux artistes, notamment dans les croquis préparatoires, essayer d'arriver à atteindre une expressivité maximale dans les traits des visages, dans les regards, etc. Et gardez ça bien en tête, puisque quand on va parler de certains portraits ou peintures de Léonard de Vinci, on va justement voir qu'il y a un complet autre état d'esprit par rapport à l'expression et l'ambiguïté qu'un visage peut avoir. Vous voyez où je veux en venir, je crois. En tout cas, la question à se poser personnellement, c'est est-ce que cette œuvre est belle ou laide? Et selon quels critères? Donc déjà, on est un petit peu en difficulté. Et puis, on le sait, notre culture, notre héritage, notre éducation nous font penser que Jérôme Bosch est connu pour certaines raisons. Donc cette œuvre, même si elle est laide, peut-elle être belle? C'est difficile ce soir. Mais c'est vraiment, voilà, je laisse ces questions en suspens. C'est des réponses évidemment très personnelles. Mais à quel point est-ce qu'une œuvre représentant la laideur de manière assumée peut aussi nous toucher ou ne pas nous toucher? Qu'est-ce qu'elle crée chez nous comme sensation? Un autre exemple, avec cette vieille femme grotesque de Quentin Métis. Donc là, on est en 1513 et on est vraiment sur un exemple de portrait typique 3/4 de la Renaissance, mais en même temps avec encore une sorte d'intérêt, d'attrait pour ce corps cher très important. Qu'est-ce que vous pensez de cette œuvre? Est-ce que pour vous elle est belle ou est-ce que pour vous elle est laide? C'est vraiment une question. Expressive, me dit-on. Alors je vous préviens pour celles et ceux qui sont nouveaux, ce cycle de conférences, c'est vraiment un cycle où on va se poser des questions très radicales qui vont nous demander, quand on sortira de la salle de conférence, d'y réfléchir à plusieurs fois et qui, je l'espère, vont aussi un petit peu vous bousculer dans vos assises, peut-être. Je ne vous donne pas de réponse, évidemment, ce serait trop simple. Mais l'idée, c'est vraiment de se demander ce qui nous plaît personnellement et d'essayer de comprendre pourquoi ça nous plaît. Est-ce que quand on regarde une peinture, on va être plus attiré par le détail de la broderie, par le rendu de la perspective? On a l'impression que cette main qu'on voit en bas à droite est prête à sortir du tableau. Est-ce que c'est le côté un petit peu ambigu entre hommes et femmes, où on se pose un peu la question de qui était cette personne? C'est vraiment, il y a tout un tas de réponses différentes qui sont possibles. En tout cas, il faut s'imaginer la réception de ces œuvres dans leur contexte historique, sachant que ces artistes étaient les rares artistes à faire ce genre de peinture et à choisir ce genre de sujet, et à ne pas être dans les canons de beauté idéalisés à la grecque antique, avec des corps extrêmement musclés, parfaits,
mais justement à montrer autre chose. Avec notamment ici le Bacchus de Rubens, euh, qui nous fait nous poser la question de qu'est-ce que la laideur? Est-ce que c'est de l'obscénité, de la vulgarité? Donc ici on est sur un portrait d'une divinité quand même déjà très ambiguë. On parle de la divinité de la fête, du vin, d'une divinité quand même assez ambiguë dans son comportement sur plusieurs points. Et puis on reconnaît aussi ici des compositions, des lignes de composition assez sinueuses, des formes qui ne sont pas du tout géométrisées par plan ou par pyramide. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de dynamique, et c'est très spécifique aussi à cet artiste. Est-ce que cette personne est censée être raillée? Est-ce qu'elle est censée être vue dans sa vulnérabilité? C'est assez compliqué de se créer une interprétation et d'avoir un avis sur ce genre de peinture, puisqu'on peut y voir tout un tas de choses, et c'est peut-être pour ça que ces peintures-là sont extrêmement intéressantes avant tout. C'est parce qu'elles nous posent question sur une ambiguïté, sur ce qu'on voit au travers de la superficie de la beauté du corps. Puisque là, on en est clairement assez dénué. Je vous ai parlé de ce qui se passe ensuite. Évidemment, on va de plus en plus délaisser la représentation mimétique du monde pour aller vers autre chose, pour aller vers une représentation d'autres types de corps. Donc en passant bien sûr par l'abstraction, on ne va plus rien représenter du tout. On va vraiment quitter le référent au monde extérieur complètement. Et puis à partir des années 50, on y revient. Et dans la deuxième moitié du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, il y a un retour extrêmement fort du corps, de l'intimité, de l'identité dans les œuvres d'art contemporaine. C'est ce qu'on verra déjà à partir de la prochaine fois qu'on se retrouve, et qu'on va voir en filigrane aussi le reste de ce cycle. Donc la seule chose qu'on peut dire, c'est que la beauté au sens mimétique, au sens classique du terme, aujourd'hui, n'est plus le seul critère de jugement qu'on va utiliser. Il y en a bien d'autres, et à nous d'établir aussi quels seront ces critères, et quels seront nos critères aussi, tout en sachant, comme je vous ai dit, que le jugement de goût est d'abord quelque chose, selon Pierre Bourdieu, qui est excluant. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'on va exclure ou pas, selon quels critères, ça va être aussi à nous de le décider. Donc la première œuvre que j'ai choisi de vous montrer, c'est bien sûr L'homme de Vitruve, qui se sous-titre Les proportions d'un corps humain sain selon Vitruve, qui est un dessin annoté à la plume avec encre et lavis sur papier, réalisé vers 1490 donc par Léonard de Vinci, d'après une étude du traité d'architecture antique De Architectura, rédigé en -15 par l'architecte romain Vitruve. Alors, Léonard de Vinci, je ne vais pas vous en parler de manière étendue, puisque c'est quand même quelqu'un qui est très connu, dont on a en plus l'année dernière vu passer beaucoup de documentaires, de longs métrages très intéressants sur sa vie, sur sa manière de travailler qui est très intéressante, sur sa manière de réfléchir scientifiquement à l'art, puisque Léonard de Vinci, ce qui est intéressant, c'est que pour lui, l'art, et il le clamait haut et fort, était une science. À déconstruire, à analyser avec des traités d'optique pour comprendre comment est-ce qu'on voit les choses. Donc vraiment, un artiste qui s'est intéressé aux choses dans leurs plus petites fractions et en déconstruisant vraiment le comment ça marche, comment ça fonctionne. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Léonard de Vinci, à la base, n'est pas un artiste de culture, de famille ou de formation. C'est d'ailleurs quelqu'un qui se targue, qui assume d'avoir été en apprentissage artistique par le biais de l'observation, avant tout, et l'observation de la nature. L'homme de Vitruve, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, il y a cette notion mathématique de la quadrature du cercle, avec cette idée de trouver une solution à ce problème mathématique, de mettre la même R qu'on trouve dans le carré que vous voyez là, à l'intérieur du cercle, donc pour
Léonard de Vinci, le corps, les proportions idéales du corps rentrant dans ce carré et dans ce cercle, permettrait de résoudre ce problème mathématique de ce calcul d'aire de cercle et de carré. Et en même temps, a posteriori, quand on regarde de manière scientifique les proportions de ce corps humain aujourd'hui, on se rend compte qu'elles sont quasiment impossibles. C'est une époque où l'idée mathématique du... Vous m'entendez? Ah, c'est bon. Du point de gravité du corps va être très intéressante. En fait, il y a tout un tas de schémas qu'on peut observer quand on regarde ce dessin. Je ne sais pas si vous voyez ma petite souris là. Mais il y a un point de gravité qui se situe au niveau du nombril et un qui se situe au niveau du sexe. Et à partir de là, il y a tout un tas de schémas, d'étoiles, de triangles qui peuvent être tracés à l'intérieur de cette figure. Et en fait, Léonard de Vinci va analyser tous ces calculs, toutes ces formes-là, et va en déduire les proportions idéales d'un corps humain. Et ces proportions-là vont servir de canon pendant de nombreux siècles après pour ce qu'on appelle les proportions idéales antiques, qui vont avoir surtout en peinture, mais qui vont se retrouver dans de nombreux croquis préparatoires jusqu'au XIXe siècle. Évidemment, je n'ai pas pu vous mettre tous les croquis et les dessins que Léonard de Vinci a fait, mais il y en a énormément qui sont très intéressants. Et ce que je voulais vous montrer justement après cet homme de Vitruve, qui semble en fait parfait, qui semble vraiment sans aucun défaut, parfaitement musclé, c'est ceci, cette étude pour la Vierge Marie et le chat. Donc c'est aussi de l'encre sur papier. Néanmoins, on voit dans ce tracé beaucoup plus d'essais, d'expérimentations liées au corps. Et en fait, ce qu'on sait assez peu sur Léonard de Vinci, c'est qu'il avait développé une manière de travailler très schématique. C'est-à-dire qu'il traçait sur son papier des espèces de grands ovales ou grands cercles, très très légèrement à l'encre, jusqu'à trouver en fait le bon équilibre, la forme qu'il voulait. Et c'est là qu'il appuyait un petit peu plus son trait. Et on le voit ici en fait quand on regarde là dans cette partie, cette espèce de vigueur de traits et de une dizaine de traits superposés avant de trouver le bon. Et en fait, c'était sa manière à lui de travailler. Et ça, c'est très important de le montrer aujourd'hui, puisqu'on a toujours cette idée de Léonard de Vinci comme un génie absolu, comme un homme humaniste, entier, doué de tous les talents. Et en fait, quand on observe sa manière de travailler, et c'est très important aussi de montrer ça à des étudiants en art ou à des personnes qui pratiquent depuis peu ou depuis longtemps de l'art, de montrer aussi que Léonard de Vinci est passé par une manière de travailler, une méthodologie, des erreurs, des traits qui sont nécessairement à côté avant de trouver les bons. Et c'est extrêmement important de voir cela aussi pour des personnes qu'on a mis sur un piédestal de génie, puisqu'en fait c'est du travail, c'est de l'essai, c'est de la recherche. Donc je voulais vous montrer ça aussi que je trouvais très intéressant. Et quand je vous racontais que Léonard de Vinci est un artiste qui s'est éduqué à l'observation de la nature et que c'était quelque chose d'assumé chez lui, ça s'est retrouvé bien sûr dans ses croquis, dans ses carnets de recherche. C'est quelqu'un qui a énormément regardé les choses, qui a beaucoup plus été une personne à sortir, s'inspirer de la nature du végétal plutôt que copier l'antique comme le faisaient ses contemporains de l'époque. Et ça donne en fait un résultat très particulier en peinture, avec cette Annonciation de 1472, qui est en fait une annonciation extrêmement moderne pour l'époque, dans le sens où déjà elle se passe en extérieur, ce qui est assez rare, puisque pour l'époque, les annonciations sont plutôt structurées, clôturées dans un espace fermé, avec des porches qui vont bien délimiter l'espace du sacré, l'espace du terrestre, etc. Et ici, on est en extérieur, et ce que je vous disais par rapport aux recherches sur le végétal, vous allez voir à quoi je fais référence, notamment à ce parterre de fleurs assez exceptionnel, dont je vous ai mis ici un détail, mais aussi à cet arrière-plan où on devine une ville et une montagne avec cette technique du sfumato
qui était la technique de Léonard de Vinci à la peinture, où il déposait de très très fines couches pour qu'on ne puisse plus deviner le contour des choses et que la perspective se passe de manière atmosphérique, c'est-à-dire par le biais de la couleur et non par le biais de la géométrie. Et dans ces peintures, on retrouve des miniatures, on retrouve des paysages, on retrouve des peintures végétales très précises. Et c'est vraiment ça qui va faire pour Léonard de Vinci une spécificité absolue de son art. Donc je ne voulais pas vous montrer la Joconde, je ne voulais pas vous montrer des œuvres qu'on a vues et revues. Je voulais vraiment vous montrer ces détails-là très particuliers qui font de Léonard de Vinci un artiste qui est complètement hors sujet de son temps. Il est quasiment le seul à faire ce genre de choses-là en peinture à son époque. Et quand on passe sur des peintures comme celle-ci, avec la Dame à l'hermine, c'est vraiment là où je reviens sur ce que je vous ai dit par rapport aux expressivités de visage qu'on a vues tout à l'heure. Il y a vraiment cette ambiguïté d'expression qu'on retrouve bien sûr dans la Joconde, mais dans tout un tas d'autres visages de Léonard de Vinci. Cette idée d'avoir ce grain de peau tellement lisse et extrêmement étrange, où on ne sait pas, on ne connaît pas l'état d'esprit, on ne connaît pas le ressenti de la personne qu'on observe. Et tout comme le sourire à demi esquissé de la Joconde, il y a vraiment une notion très mystérieuse dans le traitement de la peau et le traitement de la beauté qui, pour le contexte historique de l'époque de Léonard, n'est pas du tout quelque chose d'admis et a une réception aussi très particulière. Et il faut savoir que Léonard de Vinci peignait très très longtemps, pendant de longues années, sur ces tableaux-là. Les 3 derniers tableaux qu'il a fait avant de décéder, il a peint dessus pendant des années et des années, en retouchant à chaque fois, en rajoutant encore des couches et des couches de peinture. Et quand on regarde des scans, des radios de ses œuvres, on ne voit quasiment aucune touche de pinceau, tellement il est revenu, il a repassé, il est revenu encore avec des minuscules touches à chaque fois. Donc c'est vraiment une manière de faire très très spéciale. Et puis surtout, qui assume complètement le fait de faire très peu de tableaux, mais de les garder et de les faire. Beaucoup de ces tableaux ne sont pas finis justement parce qu'ils ont eu cette longue durée de mise en place. On saute quelques siècles et du coq à l'âne, on passe à Élisabeth Vigée-Lebrun. Et j'aimerais un petit sondage dans la salle. Qui ne connaît pas cet artiste? Ok, merci. Donc Élisabeth Vigée-Lebrun, c'est une artiste femme très importante. Alors je précise femme parce que ça n'a pas été facile pour elle au cours de sa carrière d'être artiste de par son sexe, tout simplement. Et elle fait partie des nombreuses femmes qui ont été pionnières justement dans la reconnaissance professionnelle du statut d'artiste, peintre des femmes. Et c'est pour ça qu'on la voit ici dans cet autoportrait avec les outils du peintre, ou de la peintre, si on voulait féminiser le nom de métier, ou de la peintresse d'ailleurs, je ne sais pas quelle est la meilleure façon de dire. Mais elle se représente souvent en autoportrait avec les outils de peinture, et c'est quelque chose qui va être, à partir du XVIIIe siècle, de plus en plus courant chez les femmes qui se mettent à peindre et qui poursuivent une carrière artistique. Donc elle en a vécu de son art, et de manière assez intéressante, puisque sa mère était une coiffeuse et une paysanne, et même si son père était pastelliste, le pastel avait beaucoup la cote à l'époque, elle a perdu son père à 12 ans, donc elle a quand même dû se débrouiller plutôt toute seule. Alors ça a été la portraitiste officielle de Marie-Antoinette, donc elle a aussi un passif politique assez complexe, puisque au moment de la Révolution française, elle va devoir partir en exil pendant de nombreuses années et ne pourra revenir en France que bien plus tard. Et c'est une artiste qui a fait énormément de portraits de haute noblesse des cours européennes, mais aussi, et c'était son choix personnel, a fait énormément de portraits de femmes artistes, chanteuses, musiciennes, dramaturges,
de son époque. Donc elle a toute une galerie de portraits qui est très intéressante, je vous invite à aller voir ça. Encore un portrait ici avec les attributs de la peinture, en sachant que évidemment sa carrière se fait entre 15 et 25 ans, donc très très jeune, très précoce. Néanmoins, ce sur quoi je voulais me concentrer avec cette artiste, c'est les nombreux portraits qu'elle fait de sa fille et d'elle. Et cette idée de l'image de l'amour maternel, très tendre, très doux. Il y a plusieurs portraits comme ça, soit d'elle et de sa fille, soit simplement de sa fille, qui sont extrêmement touchants de par une sorte de sensation de douceur et d'amour qui s'émane de là. Et là, c'est encore une autre manière de présenter la beauté, de présenter le corps, puisque c'est une mise à nu de l'intimité, de faire autant d'autoportraits et d'autoportraits avec sa fille. Et c'est aussi une manière de clamer, tout comme les autoportraits où elle se montre avec les outils de peinture, mais de clamer aussi qu'elle peut être à la fois artiste, mais aussi mère, aimante, etc. Donc pour l'époque, c'est quand même assez engagé politiquement, et puis ce sont des revendications, des choses à assumer qui sont très fortes. Je voulais finir par ce portrait de sa fille, que je trouve très intéressant justement par le parti pris de ce regard au miroir, avec les fonds neutres qui sont assez à la mode à cette époque-là, qu'on retrouve aussi dans les peintures de David par exemple. Et je voulais montrer cette œuvre-là que j'aime beaucoup, donc de sa fille Julie Lebrun, avec ce jeu de miroir, de portraits à la fois de profil et à la fois de face, puisque vous savez aussi que l'évolution des modes dans la manière de dépeindre les portraits des personnes, à la fois ça pouvait être de profil, de trois quarts, de face, selon aussi ce qu'on voulait montrer, si c'était en arrière-plan l'étendue de son royaume, ou si c'était la beauté de son visage dans les portraits souvent de trois quarts ou de face, ou pour Rembrandt, le fait de, avec tous les autoportraits qu'il a fait, montrer le temps qui passe et comment son apparence change avec l'âge. Donc tout un tas de partis pris et de cadrages très intéressants et qui sont vraiment choisis de manière très précise pour représenter la beauté de son enfant, la jeunesse de son enfant. Oui. Alors, le lien avec Quentin de la Tour, comme je mets beaucoup de texte sur mes diapos, c'est simplement que lui et Jean-Baptiste Greuze ont été des artistes phares de l'époque avec elle. Donc, c'est des personnes qui se sont côtoyées, qui se sont connues, comme Joseph Vernet aussi, par exemple. Et c'était une époque où, quand on devenait artiste, on devait passer par les ateliers du Louvre et être exposé au salon du Louvre. Donc ça voulait dire que si on était un ou une artiste reconnue, il fallait passer par cette institution du Louvre, institution royale, et être validé par un pouvoir en place très spécifique. C'est aussi pour ça qu'on a eu ensuite, bien plus tard, le salon des refusés, où on avait toutes les personnes qui n'avaient pas été admises dans ces salons officiels. Mais c'est simplement pour donner des clés sur son entourage. En fait, j'ai mis quelques éléments de bio que j'ai oublié de vous dire, mais que j'ai un petit peu saupoudré de manière synthétique. Je vous ai parlé du fait qu'elle avait une carrière très précoce et qu'elle a commencé très jeune. Et effectivement, elle a sa fille à l'âge de 25 ans, et puis très vite après, ça va être la Révolution française. Donc pour elle qui était portraitiste de Marie-Antoinette, vous imaginez bien que elle n'a pas pu rester, quoi. Ok, le temps nous file entre les mains, donc on va passer à Henri Matisse. Alors pour celles et ceux qui découvrent les conférences, c'est très frustrant parce qu'on n'a qu'une heure et on a envie de parler de plein de choses et j'aimerais tellement avoir aussi vos avis à vous. Donc c'est toujours un petit peu compliqué d'arriver à tout faire. Et puis plus on avance dans le cycle de conférences, plus je suis dans la passion de vous montrer des œuvres de plus en plus contemporaines puisque c'est ma période de prédilection. Et en général, c'est une période qui pose beaucoup de questions aussi, notamment sur la question du corps et de la beauté. Là, ça va être quelque chose de passionnant cette année. Néanmoins, on choisit quand même de faire un focus sur 3 artistes, donc on va essayer de s'y tenir.
Et je voulais vous parler aujourd'hui d'Henri Matisse et évidemment aussi vous montrer des œuvres un peu moins connues que ce qu'on a l'habitude de voir, justement pour aborder cette notion de la beauté et du corps. Donc ce nu à la serviette blanche, alors déjà il est daté de 1901 ou 1903, ce qui n'est pas anodin, puisqu'on est quand même dans une phase où le cubisme est encore à ses balbutiements, le fauvisme est déjà un petit peu plus en place, mais on est dans un début de perte du référent extérieur qui nous fait passer de la figuration à l'abstraction. Donc là, on le voit où? On le voit dans le visage de cette femme qui commence à se dissoudre, en fait, tout simplement. On est dans une simplification des formes et on est dans un choix de contraste de couleurs avec cette espèce de bleu qui vient contraster très fort avec la chair rose des mollets, et dans une sorte de recherche de sensation. Donc Matisse était une personnalité extrêmement importante du fauvisme, donc un courant artistique pour qui la couleur, l'expressivité de la couleur est extrêmement importante, mais aussi l'idée de falsifier, de jouer sur d'autres couleurs que des couleurs réalistes. Donc Matisse, ce qui est intéressant, c'est que c'est un fils de marchand de graines qui a fait des études de droit et qui s'est retrouvé à peindre après un problème de santé qu'il a alité. Donc pas du tout une famille qui le prédestinait à la peinture. Et ce qui est un petit peu un fil rouge que je n'avais pas vraiment prévu en choisissant avec l'équipe du Pavillon Blanc ces trois artistes pour cette conférence, mais Léonard de Vinci, qui a une formation d'observation de la nature et qui n'a pas du tout suivi des cours d'art classique, Elisabeth Vigée-Lebrun, qui est une fille de coiffeuse paysanne, et Matisse, qui devait commercer des graines ou devenir notaire, c'est quand même trois personnalités qui ont une approche très particulière et quasiment autodidacte, même si Elisabeth Vigée-Lebrun a quand même été formée dans un atelier, mais très particulière puisque c'était une des seules femmes de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et puis Matisse arrive là à la peinture déjà adulte, de manière complètement étrange en fait, en étant sur son lit de malade. Et il va s'y mettre, s'y jeter avec passion et devenir un artiste extrêmement reconnu pour tout un tas de choses, dont La Danse en 1909, qui est un tableau très très particulier, de par ses dimensions déjà, parce qu'il est très grand. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà vu en vrai. La chance. J'imagine, ouais, qu'il doit être bien plus vibrant en termes de couleurs que ce qu'on a ici sur notre rétroprojection de qualité toute relative. Mais déjà, c'est un tableau qui est très grand, avec un cadrage très resserré sur ces corps qui dansent, donc il n'y a pas beaucoup d'espace au-delà de ces corps, et puis surtout, il y a une simplification, une géométrisation de ces corps, et une recherche quand même de mouvement, malgré le fait que ce soit presque des schématisations de corps. Et finalement, on n'a quasiment que trois couleurs, avec assez peu de nuances. Et ma question à vous, c'est pourquoi est-ce que ce tableau est beau? Ou est-ce que ce tableau est beau? C'est pas facile. Personne ne veut s'exprimer? C'est toi qui l'as vu en vrai? Qu'est-ce que tu as trouvé magnifique en le voyant en vrai? Essaye de nous décrire. Donc, je le redis dans le micro pour les gens qui verront ça sur Internet. Donc, tu nous disais, en l'ayant vu en vrai, du coup, à l'Ermitage, tu l'as vu? Donc, les couleurs qui illuminaient la pièce. Et on est sur... je ne sais pas si vous savez... pardon, j'essaie de... Voilà. Vous connaissez Marc Rothko?
Marc Rothko, il fait ses grands tableaux avec ses monochromes orange et rouge. Et on dit souvent que les gens peuvent entrer en transe devant ces tableaux. Et c'est vraiment ça l'idée de l'art abstrait, de complètement lâcher sur l'intellectuel et le cérébral et de simplement se concentrer sur la sensation et sur le laisser aller se perdre dans la couleur. Et je pense que dans ces toiles de Matisse, il y a un peu de ça. Parce qu'on est vraiment avant l'art abstrait, mais pas très longtemps avant. Donc on est vraiment dans cette notion-là de laisser place à la sensation pure. Et c'est là où je veux vraiment que vous compreniez ce que je vous propose aujourd'hui comme réflexion, ce changement de paradigme entre la beauté littéraire, intellectuelle, qui peut être vue comme moraliste, mais pas forcément, qui peut être riche, qui peut être référencée, qui peut être belle parce qu'elle fait le lien avec la poésie et avec le texte. Là, c'est bon? Ouais, là, c'est bon. Et ce passage de ce paradigme-là vers un paradigme d'une beauté beaucoup plus sensorielle. Donc c'est pour ça que l'art abstrait, c'est pas un art qui est vide de signification, c'est un art qui est vide de signification classique, au sens mimétique du terme, mais c'est un art de la sensation de la couleur, de la sensation physiologique. Mais Matisse n'a pas fait que ce genre de peinture-là. Donc je voulais vous montrer celle-ci, Mademoiselle Yvonne Landsberg, qui date de 1914. Donc là, on est déjà bien plus avancé, à la fois dans le cubisme, mais aussi dans la géométrisation des formes et ce qui va donner aussi un petit peu plus tard les différents mouvements futuristes, avec toutes ces décompositions de mouvements. Ça me fait penser à ce chien où on voit toutes ces pattes là ou même aux chronophotographies d'Étienne Jules Marais, où on voit toutes les étapes de course ou de galop du cheval. Et ici, on est dans une palette chromatique qui est beaucoup plus froide et beaucoup plus contrastée, avec une ambiance beaucoup plus liée au rêve ou au cauchemar, et une vision du corps qui pourrait presque paraître rétrofuturiste, presque robotisée, avec une absence dans les paupières, quasiment une absence de vie. Bon, après, c'est mon interprétation. Voilà. Mais je trouve ça intéressant parce que ça, c'est quand même quelque chose où on ne se dirait pas à première vue, ça c'est Matisse qui l'a fait. Et moi, j'aime bien trouver ce genre de petites choses à vous montrer, justement, parce que je sais que vous êtes toutes et tous très cultivés. Donc il faut que je vous montre des choses un peu plus... Voilà. Et je finis sur cette œuvre, qui est de Matisse aussi, puisque Matisse a fait de la sculpture, et j'ai trouvé cette citation que je trouvais parfaite, donc Matisse nous dit « Je prenais de la terre pour me reposer de la peinture ». Alors je sais qu'il y a ici ce soir des personnes qui font de la céramique à Colomiers, et peut-être que ce serait intéressant d'en débattre avec elles. Mais cette idée de passer par l'aspect vraiment manuel de la terre pour passer à autre chose par rapport à la peinture, le visuel, c'est très intéressant, et je trouve ça chouette aussi de voir que Matisse a fait ça et a fait ce passage de l'un à l'autre. En sachant qu'il a aussi fait les papiers découpés, les gouaches découpées, etc. Donc il y a beaucoup de choses différentes. Et ça pose aussi la question de est-ce que quelque chose est beau parce qu'on reconnaît que c'est Matisse qui l'a fait ou pas. Je vous laisse là-dessus. Donc si vous avez des rebonds, des choses à dire, des commentaires. On n'a pas fait de micro de salle cette fois-ci, mais on peut le faire pour la prochaine fois. Donc vous avez vu, j'ai pas mal papoté. J'espère que ça vous a plu. Merci.